Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Carrefour du Monde. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec vous quelques points sur la situation en Ukraine, plus généralement sur les relations de la Russie depuis 30 ans avec le reste du monde, et finalement sur l'axe Moscou-Pékin. Le premier point pour moi, évidemment et malheureusement, c'est que l'Ukraine n'est qu'une première étape. Alors rien ne dit que cette première étape sera vite franchie. Je vous invite à revoir, si vous le souhaitez, la vidéo que j'ai publiée le 8 décembre sur l'hypothèse d'une invasion russe de l'Ukraine et les problèmes qui vont se poser et qui se posent déjà à la Russie. Je viens de le relire et il me semble qu'il n'a pas perdu en pertinence. Quoi qu'il en soit, si l'Ukraine tombe, et en fonction de la vitesse à laquelle elle tombe, la Russie n'en restera pas là. Les garanties de sécurité demandées par la Russie en décembre dernier concernaient aussi et entre autres les pays baltes, membres de l'OTAN. Est-ce que Poutine a sous-estimé la résistance des Ukrainiens, présente et à venir? Est-ce qu'il a sous-estimé l'unité et l'action des Occidentaux après le premier renoncement de Joe Biden? C'est tout à fait possible, l'avenir nous le dira avec plus de certitude. Beaucoup d'observateurs ont été choqués par l'attaque russe. En effet, je pense qu'il est très difficile de comprendre ce qui se joue aujourd'hui avec la Russie sans prendre du recul et envisager l'axe Moscou-Pékin. Poutine s'est rendu à Pékin au début des Jeux Olympiques, où il a obtenu des garanties d'achat et de soutien. Il a également attendu la fin des Jeux Olympiques pour attaquer. Il ne fait aucun doute qu'il y a une coordination Moscou-Pékin derrière la scène et que Pékin attend le bon moment en fonction de la situation pour avancer ses pions, si Xi Jinping le juge nécessaire. Comme l'a dit François Godement de l'Institut Montaigne, actuellement ce sont les risques pour la Russie et les opportunités pour la Chine. Maintenant, une vidéo a été diffusée et a attiré mon attention. Un des chars russes qui est entré en Ukraine portait en étendard un drapeau communiste. La vidéo a été authentifiée, ce n'est pas un montage. Alors peut-être s'agit-il d'une simple initiative isolée d'un soldat russe. Quoi qu'il en soit, c'est tout un symbole. On entend toujours les mêmes arguments pro-russes. L'URSS a disparu, le communisme a disparu, l'OTAN aurait dû disparaître également. On a humilié la Russie et nous récoltons ce que nous avons semé. Poutine est notre créature, nous l'avons poussé dans les bras de la Chine. Eh bien tout cela est faux, absolument tout. Si l'URSS s'est effondrée, les réseaux de pouvoir communistes, corrompus et autoritaires sont restés dans l'ombre avant de revenir sur le devant de la scène à la fin des années 90. Le communisme a si bien disparu que le Parti communiste de Russie en 2000 a obtenu 30% des voix. Le candidat du KGB en a obtenu, lui, 50%. Poutine, qui a adhéré 18 ans au Parti communiste, déclarait devant la jeunesse communiste du monde entier, accueillie à Sotchi, qu'il se sent toujours aussi proche de cette idéologie. Aujourd'hui, le communisme est la deuxième force politique de Russie, 20% des voix aux dernières élections, et il y a un véritable jeu de dupes entre Poutine et les communistes qui prétendent être en opposition. C'est suite à un projet de loi du Parti communiste voté à la Douma que Poutine a reconnu les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk. D'ailleurs, concernant ces républiques, voici une citation de Georgi Yankov, vice-président des syndicats des mineurs de la République populaire de Donetsk en 2015 pour l'humanité. Je cite : « De tout temps, le Parti communiste est resté le parti numéro 1 dans cette région. » Fin de citation. Aujourd'hui, le Parti communiste russe tient exactement le même discours que Poutine sur l'Ukraine. Voici un extrait de la déclaration du secrétaire général du Parti communiste de Russie, Zyuganov, publiée le 22 février dernier. Le comité central du Parti communiste de la Fédération de Russie a noté à plusieurs reprises que le but des autorités américaines et de leurs co-penseurs londoniens est l'asservissement définitif de l'Ukraine et la saignée à blanc de la Russie. Le fait que l'Ukraine soit progressivement transformée en un État de Bandera, criminel de guerre collaborateur des nazis honoré par le pouvoir ukrainien, a longtemps été ignoré. Le Parti communiste de la Fédération de Russie est convaincu que le chantage militaire de l'Occident doit recevoir une réponse solide sous la forme d'une position ferme de la Russie dans la défense de la population civile du Donbass et la punition des agresseurs. Mettre un terme aux actions de l'Occident visant à transformer l'Ukraine en un État fasciste apparaît comme la tâche clé de la communauté mondiale. Fin de citation. Alors on nous a dit aussi que la Russie a été humiliée par l'Occident, ce qui encore une fois est totalement faux. Si la Russie a été humiliée, ce n'est pas par les Occidentaux, mais par le communisme qui a ruiné son économie,
son moral et sa civilisation. Si dans les années 90, des soldats russes sans solde se sont retrouvés à faire la sécurité à la sortie de boîtes de nuit pour survivre, ou si Gorbatchev s'est retrouvé sur des publicités de Pizza Hut, c'est à cause du communisme, rien d'autre. Un fait que se gardent bien de répéter nos propagandistes maison pro-Poutine, mais que mentionne le dissident Boukowski dans son livre « L'Union européenne, nouvelle URSS ». Les États-Unis ont versé des milliards de dollars d'aide aussi bien à la Russie après qu'à l'URSS avant son effondrement. Mais comme le dit Bill Gates dans son livre Betrayal, Trahison, les Américains ont arrêté ces aides parce qu'ils n'avaient aucun retour des Russes, contrairement à ce qui aurait dû être sur l'utilisation des fonds. Et les services de renseignement américains étaient persuadés que les Russes ont détourné cet argent, ou pire, l'ont utilisé pour financer leurs recherches militaires. Alors l'ironie totale, c'est donc que les nouvelles armes russes de Poutine ont pu être en partie financées à l'origine par les Américains eux-mêmes et leur naïveté. Comme disait Staline, ils nous vendront la corde avec laquelle nous les pendrons. Mais le livre de Bill Gates, Betrayal, est essentiel pour une autre raison. Il démasque la trahison et la complicité de l'administration Clinton face à la réalité de l'attitude russe. Parce que si l'URSS a disparu, l'attitude agressive de la Russie n'a jamais disparu. Et c'est pour cette raison que des pays de l'Europe de l'Est ont demandé à rejoindre l'OTAN. Bill Gates donne un exemple très significatif. En avril 1997, un bateau de pêche russe au comportement suspect est entré dans les eaux territoriales américaines en direction du port de Seattle. Comme le bateau de pêche était suspecté d'être en réalité un bateau d'espionnage, un hélicoptère a été dépêché sur place pour le photographier. Alors qu'il prenait les photos, le militaire américain dans l'hélicoptère a été blessé à l'œil par un laser tenu par un des marins russes, dans les eaux territoriales américaines. Une blessure irrémédiable dont il souffre encore aujourd'hui. À noter au passage que la Chine utilise aussi souvent ce genre de comportement hostile et dangereux. Mais le plus intéressant est venu après, de l'attitude des supérieurs de l'armée qui ont étouffé l'affaire quand le militaire américain blessé a voulu faire reconnaître l'incident. Il a été menacé en lui faisant passer une expertise psychiatrique. Et tout le livre de Bill Gates décrit ce double discours aussi bien du côté de l'administration Clinton, trop occupée à encaisser les dividendes de la paix, que de la Russie qui se présente toujours comme la pauvre victime innocente et qui fait tous ses coups en douce. Un autre exemple, dans les mêmes années 90, la Russie a vendu des technologies militaires très sensibles pour les missiles balistiques à l'Iran, à la Chine ou encore à la Corée du Nord, malgré les traités signés. Les militaires américains s'en sont plaints aux Russes, et leur réponse a été toujours la même. Nous n'y pouvons rien, depuis que nous sommes en économie ouverte, ce sont des entreprises russes privées, nous n'avons aucun contrôle sur ce qu'elles vendent ni à qui. Alors que la dissémination de ces technologies militaires représentait un véritable danger pour la sécurité internationale, l'administration Clinton a toujours refusé de se saisir du problème. Et ce sont finalement des militaires américains, scandalisés par cette attitude, qui ont décidé de faire fuiter eux-mêmes les documents prouvant les faits à la presse, au risque même de ruiner leur carrière. Mais est-ce étonnant quand on sait que le Los Angeles Times a révélé le 21 septembre 1996 le China Gate, le financement de la campagne de réélection de Bill Clinton par des milliardaires, des généraux et des entreprises d'État chinoises. Décrit par l'universitaire Yona Duro dans son livre Chine USA, le réveil du dragon et la revanche du kraken. Le China Gate a permis de mettre en lumière le modus operandi de financement illégitime, avec l'utilisation de fondations à dimension caritative, la fondation Bill Clinton, ou encore le saupoudrage de responsables politiques du côté américain, et l'utilisation d'entreprises étatiques comme source de financement de la corruption du côté chinois. Et en contrepartie, Bill Clinton a accordé des avantages économiques à la Chine tout en laissant certaines entreprises de la défense vendre de l'équipement militaire interdit à la Chine. Alors comment aurait-il pu faire le moindre reproche à la Russie ? Un paragraphe du livre de Bill Gates est particulièrement intéressant, je cite. Lors de la dissolution de l'Union soviétique, Tchernomyrdine, Premier ministre de la Fédération de Russie, de 92 à 98, a repris un secteur entier de l'industrie de la défense et l'a vendu, cachant des millions de dollars dans les comptes bancaires étrangers. Tchernomyrdine était également un proche du vice-président Al Gore, et les deux ont tenu des réunions régulières dans une commission binationale américano-russe qui était dirigée dans le secret et semblait être une tentative du gouvernement américain de faire pression sur les entreprises américaines
pour qu'elles investissent dans l'économie russe, en ruine et profondément corrompue. » Fin de citation. Mais quand on sait que Al Gore est le fils de Albert Gore Senior, lui-même la créature politique de Armand Hammer, dit le milliardaire rouge, proche de Lénine et décoré par l'Union soviétique, on peut se dire que le dépeçage de l'Union soviétique s'est fait entre amis. Quoi qu'il en soit, je reprends une citation pour finir de Bill Gates. Les réformateurs ont été écartés par des fonctionnaires et des hommes d'affaires russes corrompus qui ont pillé l'argent de l'aide occidentale à hauteur de 20 à 60 milliards, dont la plupart se trouvent maintenant dans des banques suisses ou françaises. L'arrivée au pouvoir en 1998 de l'intransigeant Yevgeny Primakov a été le coup de grâce pour la réforme. De nombreux dirigeants communistes ou de style communiste de l'ère Gorbatchev sont également revenus au pouvoir. Fin de citation. Et c'est là que Poutine rentre en scène. Autre argument de propagande qu'on entend souvent, c'est l'Occident qui a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Encore une fois, c'est totalement faux. Le rapprochement de la Chine et de la Russie date du début des années 90. Après le massacre des étudiants sur la place Tiananmen, les pays occidentaux ont mis en place un embargo sur les ventes d'armes vers la Chine. Ce à quoi le régime a répondu « Pas de problème, on s'est déjà tourné vers les Russes qui ont des armes beaucoup moins chères et d'aussi bonne qualité. » La vérité, c'est que la Russie n'a jamais voulu se rapprocher de l'Occident. La seule chose qui l'a intéressée, comme le régime chinois d'ailleurs, ce sont l'argent et les technologies occidentales des démons capitalistes. Les criminels de l'URSS n'ont jamais été jugés, ils ont au mieux été mis de côté avant de revenir au pouvoir à la fin des années 90. La seule chose que la Russie a fait, c'est mimer l'effondrement du communisme pour, d'une part, faciliter son financement et sa corruption par l'Occident, et d'autre part, faciliter l'expansion du communisme dans un Occident qui a baissé sa garde. Je vous renvoie sur ce point à ma vidéo sur la fondation Rosa Luxembourg, émanation du Parti communiste de l'Allemagne de l'Est, qui a fini par ouvrir un bureau à New York pour y coordonner les différents mouvements d'extrême gauche d'Amérique du Nord. Dans la même idée, le Forum de Sao Paulo, créé au début des années 90 par Fidel Castro et Lula da Silva, avait pour objectif d'unir tous les partis révolutionnaires, les partis communistes, les partis socialistes et les partis sociaux-démocrates d'Amérique latine. C'était comme une réactivation de la conférence de la Havane tenue au milieu des années 60, comme son nom l'indique à Cuba, mais aussi une tentative de faire revivre en Amérique du Sud ce qui avait été apparemment perdu en URSS. Alors à quoi assiste-t-on fondamentalement avec l'invasion de l'Ukraine ? Tout simplement à une nouvelle phase de conquête du camp communiste. Le dissident soviétique Boukhovski l'avait très bien démontré. Les régimes communistes se meuvent selon une valse à deux temps. Un temps de conquête politique et militaire accompagné de campagnes idéologiques et économiques, suivi d'un temps de repli stratégique indispensable pour reprendre des forces face aux ravages des campagnes d'expansion. Toute l'histoire du XXe siècle, de l'URSS et de la Chine le montre sans exception. Cela fait 30 ans que la Russie et la Chine reprennent des forces. Elles ont décidé qu'il était temps de passer à l'offensive. Jean-Pierre Cabestan, sinologue français réputé et professeur à l'université baptiste de Hong Kong, cite dans son livre « Demain la Chine, guerre ou paix » He Yiting, le vice-président de l'école centrale du Parti communiste chinois. La nouvelle ère du socialisme aux caractéristiques chinoises de Xi Jinping est le marxisme du XXIe siècle. Le développement de la Chine transcende les frontières géographiques nationales et acquiert une importance historique mondiale, signifiant que la Chine est qualifiée pour être le sommet idéologique et théorique qui guide le développement innovant du marxisme mondial. Fin de citation. Et un peu plus loin, il cite Ni Lexiong, expert militaire chinois qui a déclaré en septembre 2020 « Si nous lançons une guerre contre les États-Unis, nous nous assurons auparavant d'avoir une supériorité absolue sur eux. » Fin de citation. La trajectoire est donc claire, le plus dur reste à venir sans aucun doute. À nous d'y faire face avec détermination pour pouvoir l'éviter. Maintenant, je voudrais m'intéresser plus en détail sur un aspect de la propagande pro-russe, l'élargissement de l'OTAN à l'Est et la soi-disant trahison occidentale. Quand la question de la réunification de l'Allemagne se posa en février 1990, Gorbatchev accepta le rattachement des territoires de l'Est à la RFA, l'Allemagne de l'Ouest. Mais la question était de savoir à quelle alliance allait appartenir l'Allemagne ainsi réunifiée. Le pacte de Varsovie étant sur le point de s'effondrer, il paraissait impossible d'imposer l'appartenance de l'Allemagne à cette alliance. Une possible neutralité fut ensuite évoquée,
Mais cela signifiait l'indépendance et donc le réarmement unilatéral de l'Allemagne, ainsi que son autonomie stratégique, voire sa nucléarisation. Au final, c'est donc Mikhaïl Gorbatchev lui-même qui préféra voir l'Allemagne réunifiée se maintenir dans l'OTAN et dans la communauté européenne. Et c'est à ce moment de la négociation que se réfèrent ceux qui défendent la thèse d'une promesse de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Ce sur quoi les négociateurs américains s'engagèrent effectivement, c'était sur le non-déploiement de soldats et d'équipements d'autres pays de l'OTAN dans les futurs Länder orientaux de l'Allemagne réunifiée. En aucun cas le débat ne porta sur les pays d'Europe centrale et orientale, pour la simple raison qu'à cette date le pacte de Varsovie était toujours en place. Aussi, un élargissement de l'OTAN était-il tout simplement inconcevable. Et Mikhaïl Gorbatchev a par la suite confirmé que ce point n'avait pas été abordé. Voici la question de Russia Beyond. L'expansion de l'OTAN à l'Est est l'un des principaux problèmes soulevés par les événements en Ukraine. Nous sommes en 2015. Avez-vous l'impression que vos partenaires occidentaux vous ont menti lorsqu'ils élaboraient leurs projets d'avenir en Europe de l'Est? Ce à quoi Gorbatchev a répondu. Le sujet de l'élargissement de l'OTAN n'a pas du tout été abordé. Je le dis en toute responsabilité. Pas un seul pays d'Europe de l'Est n'a soulevé la question, même après la fin du pacte de Varsovie en 1991. Une autre question que nous avons soulevée a été discutée. S'assurer que les structures militaires de l'OTAN n'avanceraient pas et que des forces armées supplémentaires de l'Alliance ne seraient pas déployées sur le territoire de ce qui était alors la RDA après la réunification allemande. La déclaration de Baker, mentionnée dans votre question, a été faite dans ce contexte. Tout ce qui aurait pu et devait être fait pour solidifier cette obligation politique a été fait et comblé. L'accord sur un règlement définitif avec l'Allemagne stipulait qu'aucune nouvelle structure militaire ne serait créée dans la partie orientale du pays. Aucune troupe supplémentaire ne serait déployée. Aucune arme de destruction massive n'y serait placée. Cela a été observé toutes ces années. Ne décrivez donc pas Gorbatchev et les autorités soviétiques de l'époque comme des gens naïfs enroulés autour du doigt de l'Occident. Fin de citation. Mais la signature du traité de Tachkent en 1992, fondement d'une alliance militaire russo-centrée, l'OTSC, la présentation la même année d'une doctrine de l'étranger proche considérant les États post-soviétiques comme une zone d'influence exclusive de la Russie, le blocage diplomatique dans les Balkans et le soutien continu à l'ancien communisme recyclé en socialisme et en national-bolchevisme de Slobodan Milosevic ont fait de la Russie un partenaire non fiable. Quand des pays de l'Europe de l'Est ont demandé à rejoindre l'OTAN, la Russie fut associée à l'élargissement, obtenant des contreparties. Le partenariat pour la paix en 1994, l'acte fondateur OTAN-Russie en 1997 et un conseil OTAN-Russie en 2002, avec un champ de coopération élargi. Quand les États-Unis et les Alliés voulurent déployer une défense antimissile, une coopération avec la Russie fut à l'étude mais sans succès. Moscou avait son propre système de défense, mais interdisait à ses voisins européens de disposer du même bouclier. Voilà en gros ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette question. Maintenant, je voudrais pour finir vous lire de larges extraits d'un article que j'ai trouvé très intéressant de Sergei Radchenko, professeur à l'université Johns Hopkins. Son article a été publié sur le site War on the Rock. Voici ce qu'il dit dans son article qu'il a écrit alors qu'il se trouvait à Moscou. En tant qu'historien, j'ai passé d'innombrables heures à me pencher sur les peurs et les ambitions soviétiques. J'étudie l'histoire pour elle-même, mais aussi pour comprendre les brumes incertaines du présent. Il y avait un facteur persistant dans la politique étrangère soviétique qui aide à expliquer la propension de Moscou à la stratégie de la corde raide. Il l'appelait la corrélation des forces. Il est bien connu, a postulé Joseph Staline lors d'une sinistre soirée d'hiver en 1945, que lorsque vous ne pouvez pas attaquer, vous devez vous défendre. Lorsque vous accumulez suffisamment de puissance, vous devez attaquer. Entre parenthèses, repensez à ce que je vous disais juste avant sur la valse à 2 temps des régimes communistes. Attaquer, se défendre. C'est une autre façon de décrire le même phénomène et une très juste illustration de l'idéologie communiste qui ne voit l'existence que comme une succession de luttes. En septembre 1945, les anciens alliés étaient en désaccord. Washington a refusé de reconnaître les gouvernements fantoches soviétiques en Roumanie et en Bulgarie et a refusé à Moscou de prendre pied en Libye. Le Kremlin a également été tenu à l'écart de la gestion d'après-guerre du Japon.
Dans une insinuation révélatrice à la conférence des ministres des Affaires étrangères à Londres en 1945, le commissaire soviétique aux affaires étrangères, Vyacheslav Molotov, a demandé au secrétaire d'État américain James Barnes s'il portait la bombe atomique dans sa poche latérale. « Les Alliés vous poussent à briser votre volonté et à vous forcer à faire des concessions », lui a dit Staline depuis Moscou. « Il est clair que vous devez faire preuve d'une obstination totale. » L'obstination totale a engendré la guerre froide. Suite à l'impasse de Londres, les Soviétiques ont commencé à jouer une ligne dure chez eux. Ils ont parrainé un mouvement séparatiste dans le nord de l'Iran, où Staline avait stationné des troupes. Ils ont présenté des revendications territoriales à la Turquie dans le cadre d'un stratagème élaboré visant à fermer la mer Noire aux puissances extérieures. Dans un discours tristement célèbre du 9 février, Staline a accusé le capitalisme d'avoir déclenché les guerres mondiales et a loué la puissance militaire soviétique, faisant allusion à une confrontation à venir avec l'Occident. Le problème n'était pas avec la rationalité de la prise de décision soviétique, c'était avec la définition de la nécessité. Staline a provoqué des crises majeures avec l'Iran et la Turquie. Était-ce un risque inutile ? Il a demandé à son ministre des Affaires étrangères réticent d'adopter une ligne dure dans les négociations diplomatiques. « Allez, poussez !» Molotov se souvient lui avoir dit « Ils ne céderont pas, mais vous devez exiger », a répondu Staline. Insensible à la logique de la raison, a écrit Kennan, le pouvoir soviétique est très sensible à la logique de la force. Pour cette raison, il peut facilement se retirer et le fait généralement lorsqu'une forte résistance est rencontrée à tout moment. Encore une fois, Kennan était sur quelque chose, mais il a négligé l'évidence. Staline aussi pensait que l'Occident était imperméable à la raison et qu'il ne comprenait que le langage de la force. C'est pourquoi il a poussé fort dans la diplomatie tout en gardant l'option militaire sur la table. C'était un jeu risqué, mais aux yeux de Staline, les risques valaient la peine d'être pris. Malgré toutes ces vantardises sur la puissance militaire soviétique, Staline comprenait que l'Union soviétique n'était pas préparée à la guerre. Le pays était encore en ruine. Des millions de personnes ont vécu dans la précarité, juste au-dessus du point de famine. De plus, Moscou faisait face à un adversaire doté d'armes nucléaires qui, quelques mois plus tôt, avait montré la capacité et la volonté d'anéantir deux villes entières. Staline a fait un effort total pour construire la bombe après Hiroshima, mais la bombe soviétique était encore un rêve incertain. Quelques jours seulement avant que Kennan n'envoie son célèbre télégramme, Staline a dit au responsable scientifique du projet atomique soviétique, Igor Kourchatov, de conduire le travail rapidement sous une forme de base brute. Les commentaires de Staline étaient une réaction au vu de l'éminent scientifique nucléaire Petr Kapitsa, qui avait appelé à moins se fier aux services de renseignement américains alors que le projet Manhattan était truffé d'espions soviétiques, afin que la Russie puisse construire sa propre route vers la bombe. Staline ne se souciait pas de tels sentiments. Ce qu'il voulait, c'était un moyen de dissuasion de base, quelque chose à montrer aux Américains comme preuve qu'ils ne pouvaient pas être intimidés pour qu'ils renoncent à ses ambitions régionales. Sous-estimer la détermination de l'adversaire peut conduire à de dangereuses erreurs de calcul, comme Staline lui-même l'a découvert en 1950, lorsqu'il a stupidement soutenu la tentative communiste de réunifier la Corée par la force des armes. Il n'avait jamais eu l'intention de le faire, répétant à plusieurs reprises à Kim qu'il était contre une telle aventure, jusqu'à ce que le secrétaire d'État américain Dean Acheson laisse entendre que la Corée du Sud se trouvait en dehors du périmètre défensif américain. Le parallèle avec la situation aujourd'hui est frappant. Staline était également au courant d'informations de renseignement suggérant que les États-Unis ne se battraient pas pour la Corée du Sud. C'était un fruit mûr pour la cueillette. Il ne pouvait pas avoir plus tort. La Corée était le résultat d'une erreur de calcul, et non d'un effort délibéré pour tester la détermination américaine. Les successeurs de Staline étaient encore plus téméraires, en particulier Nikita Khrouchtchev, qui aimait tellement le sens du pouvoir que les armes nucléaires lui procuraient qu'il s'est engagé à plusieurs reprises dans la corde raide. Au Moyen-Orient, à la fin des années 1950, il a menacé la Grande-Bretagne et la France de destruction nucléaire si elles ne renonçaient pas à leurs invasions de Suez, et en essayant de faire sortir l'Occident de Berlin. Il a qualifié Berlin de testicule de l'Occident, à presser pour faire hurler l'Amérique. Plus tôt dans la soirée, j'avais discuté de la politique étrangère du président Vladimir Poutine avec un analyste de l'un des principaux groupes de réflexion politique de Moscou. Nous avons bu du thé à l'argousier dans un restaurant ouzbek au sommet d'un grand centre commercial, au milieu d'un luxe étincelant qui aurait fait croire à Khrouchtchev
qu'un paradis communiste était enfin arrivé. Mon compagnon a évoqué la perspective que Moscou renforce sa présence en Amérique latine en envoyant des troupes au Venezuela et à Cuba pour faire pression sur le président Joe Biden avant les élections de mi-mandat. Affaibli par l'approfondissement des clivages nationaux, honteux de l'Afghanistan et préoccupé par la Chine, les États-Unis constituent une bonne cible pour piquer, ne serait-ce que pour tester leur crédibilité et leurs engagements. Ce point de vue plutôt cynique, partagé par de nombreux initiés à Moscou, est étayé par une compréhension des propres faiblesses de la Russie, qui pourrait cependant être atténuée par des mesures rapides et inattendues. Oui, cette stratégie nécessite une approche de la corde raide, tout comme elle l'a fait pour Staline et Khrouchtchev. Ils ne prennent pas de risques inutiles, résonnaient ces mots de Kennan dans ma tête. Bien sûr qu'ils le font, c'est la nature du jeu. Une partie du jeu consiste à exploiter les contradictions entre les États-Unis et leurs alliés. Ce n'est pas une nouvelle stratégie, c'est la caractéristique la plus persistante de la politique étrangère de Moscou. Même la vision de Yalta de Staline reposait en grande partie sur l'espoir que Londres et Washington se querelleraient après la guerre. Cela ne s'est pas produit, au contraire, l'agressivité soviétique a facilité la solidarité alliée. Khrouchtchev a essayé la même chose, disant à ses camarades du parti que la disparition de l'OTAN est ce que nous voulons, c'est notre rêve ardent. Mais sa propension à la corde raide n'a fait que renforcer l'OTAN. Son invasion brutale de la Hongrie en 1956 a rappelé aux Européens pourquoi l'OTAN existait en premier lieu. L'effort de division de l'Occident a été poursuivi par le successeur de Khrouchtchev, Léonid Brejnev, lorsqu'il a poursuivi le rapprochement avec la France et l'Allemagne de l'Ouest. Après avoir rencontré Charles de Gaulle en 1966, Brejnev rapporta dans un discours de décembre au comité central que la soi-disant solidarité atlantique montre des fissures. Il a proclamé « De nombreux faits démontrent que notre travail n'a pas été vain et que l'OTAN devient de plus en plus obsolète. » Brejnev a également développé une relation productive avec le social-démocrate ouest-allemand Willy Brandt. Il a essayé de faire jouer Bonn contre Paris et les deux capitales contre Washington. Brejnev était prêt à poursuivre la détente avec l'Occident parce qu'il se sentait en sécurité dans sa propre sphère en Europe de l'Est. En août 1968, l'Union soviétique écrasa impitoyablement le printemps de Prague, en Tchécoslovaquie, sous le regard des États-Unis et de ses alliés avec impuissance et résignation. Ayant ainsi consolidé le camp socialiste, le dirigeant soviétique pouvait engager un dialogue à ces conditions. Les relations américano-soviétiques se sont rapidement détériorées à la fin des années 70, en partie à cause des exploits de Moscou en Afrique et en Asie du Sud-Est, et en partie à cause de la perception à Washington que Moscou prenait de l'avance dans la course aux armements nucléaires. La détente qui a brièvement prospéré sous Brejnev et Nixon était pratiquement morte à la fin des années 70. Poutine, qui pense que Gorbatchev a été baladé par ses partenaires occidentaux, a une vision du monde plus proche de celle de l'historien grec Thucydide. Les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles souffrent ce qu'ils doivent. J'ai atteint la place Pouchkine, où le boulevard Strasnoï croise Tverskaya, une large avenue qui va jusqu'au Kremlin. C'est ici qu'en août 2019, j'ai participé à une manifestation des plus remarquables contre la fraude électorale. Avec des milliers de moscovites, j'ai descendu le boulevard dans une manifestation pacifique. Des dizaines de personnes ont été arrêtées, des personnes ont été abattues par la police anti-émeute, battues à coups de matraque et jetées dans des fourgons de police au cri de « honte, honte ». Maintenant, la place Pouchkine est calme. L'opposition, telle qu'elle était, a été écrasée, chassée de Russie ou réduite au silence. Poutine n'aura jamais besoin de devenir un Staline, mais le potentiel est toujours là, comme les carreaux durs cassés sous la fine couche de boue brunâtre. La maîtrise de la corde est un art. Les dirigeants soviétiques et russes l'ont tous pratiqué avec plus ou moins de succès. En ce sens, au moins Poutine connaît bien une tradition établie par ses prédécesseurs. Comme ses prédécesseurs soviétiques, Poutine est prêt à utiliser une force brutale, écrasante, dans la poursuite des objectifs clairement impérialistes. Mais c'est un impérialisme progressif, mordant à la fois, mais sentant la faiblesse de la détermination de l'Occident, prêt à reculer s'il rencontre trop de résistance. C'est tout pour cet article que je voulais partager avec vous. Comme d'habitude, si vous avez apprécié cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Merci de m'avoir écouté, prenons soin les uns des autres et à très bientôt.